charité bien ordonnée commence par l'autre. Je voudrais te narrer une allégorie qui me semble éclairante, écoute bien jusqu'au bout. Un homme bienveillant avait accompli sur terre beaucoup de bonnes actions. Mais, une partie de ses bienfaits a eu, indépendamment de sa volonté, des conséquences néfastes. Notre homme décède, et il arrive au ciel. L'ange qui le reçoit lui dit que, dans un cas épineux comme le sien, on laisse la personne choisir son lieu de séjour, il peut soit aller au paradis, soit s'établir en enfer, c'est à lui de décider. Notre homme, prudent, demande s'il peut visiter les deux lieux, permission qui lui est magnanimement accordée. En enfer, il y voit des tables chargées de mets délicats et de boissons suaves, mais les personnes assises autour sont sales, leurs vêtements couverts de déchets et de taches de vin. Il s'aperçoit alors qu'elles n'ont pas d'articulation au coude, de sorte qu'elles ne peuvent plus plier leurs bras. Pitoyable spectacle que de voir ces gens qui, bras tendus, s'efforcent de viser leur bouche, mais ne parviennent pas à l'atteindre. Notre homme demande ensuite à aller au paradis. Il y voit les mêmes tables, les mêmes boissons suaves, les mêmes plats succulents. Il observe les coudes des habitants, et constate, à sa grande surprise, qu'ils n'ont pas plus d'articulation au coude que ceux de l'enfer. Pourtant ils sont propres, souriants, bien mis. Mais comment font-ils? La réponse est simple, ils se nourrissent mutuellement. Chacun donne à l'autre à manger et à boire. Et cette aide mutuelle change tout. Cet apologue illustre assez bien le choix qui s'offre au couple. Si l'un des partenaires s'efforce d'aider l'autre à se libérer d'une construction du monde qui lui dicte ses réactions, il va aussi, bien souvent, dans le même processus, se libérer lui-même des croyances profondes qui l'entravent. Une exploration du passé des deux partenaires va montrer que le problème non, chacun à sa façon, ils font état est à l'œuvre depuis longtemps. Par exemple, dans la famille de l'un, on ne montrait pas ses sentiments. Ce qu'il attend de son épouse est donc ce qu'il n'a pu expérimenter avec les siens. Mais sa femme, issue d'une famille très nombreuse, a eu constamment le sentiment que ses parents attendaient beaucoup d'elle et elle ne se sentait acceptée que lorsqu'elle pensait comme eux. J'ai tout fait, dit-elle, en reprenant le mot qu'elle emploie pour décrire ce qu'elle ressent aujourd'hui. La femme souhaite donc ne plus être envahie, mais en même temps elle n'arrive pas à croire que la chose soit possible. Au cours du temps, les constructions du monde de chacun d'eux se sont articulées d'une manière telle qu'un processus auto-entretenu s'est créé. Si l'homme demande à sa femme de lui montrer ses sentiments, ce n'est pas parce qu'il ne la reconnaît que quand elle est, comme il veut qu'elle soit, situation qu'elle a connue avec ses parents, mais simplement parce qu'il a besoin d'une compagne qui soit affectivement proche de lui. Et si la femme rejette cette demande, ce n'est pas parce qu'elle est incapable de montrer ses sentiments positifs, comme les parents de son mari, mais simplement parce qu'elle a besoin d'air et qu'elle ne veut pas se sentir étouffée par la demande de son conjoint. Dans les deux cas, chacun ne vit la situation comme spécifique et nouvelle, mais la ramène à ce qu'il a déjà vécu. Lorsque l'homme demande à sa femme de montrer une proximité affective, elle refuse parce qu'elle confond la demande de son mari avec les exigences de ses propres parents. Et l'homme, quant à lui, confond le refus de sa femme avec le comportement des siens, incapable de manifester à son égard de sentiments positifs. Dès lors, que peut faire la thérapeute? Eh bien, elle peut intervenir sur le comportement d'un membre du couple, pour flexibiliser la croyance profonde de l'autre. Dans ce cas, comme dans le suivant, c'est au mari que je me suis adressé, car l'épouse avait déjà l'impression de trop en faire, et je craignais qu'elle ne perçoive la thérapeute comme incapable d'empathie et de compréhension si je me permettais d'ajouter encore une charge à son fardeau. On m'objectera peut-être que j'aurais pu donner une tâche aux deux partenaires en même temps. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce qu'il arrive alors fréquemment que chacun attende de l'autre qu'il fasse le premier pas. Or je voulais qu'une situation différente se développe, que chacun fasse passer l'autre d'abord, au lieu d'exiger une réciprocité simultanée. Nous sommes tous responsables pour tous les autres, mais je suis plus responsable que tous les autres. Je crois qu'il faut plus demander à nous-mêmes qu'à l'autre, et que nous sommes d'ailleurs aussi responsables de la responsabilité de l'autre. Cette asymétrie est le point de départ de l'éthique, et il se différencie en cela du concept de réciprocité en décrivant la relation éthique je tue comme une coprésence symétrique. Mais revenons à notre couple. Le fait que la femme puisse décrire en détail ce qui se passait dans sa famille d'origine, et qu'elle fasse enfin sentir à son partenaire la souffrance qu'elle ressentait de ne se sentir acceptée que si elle adoptait les comportements et les points de vue parentaux, permet à son mari de participer, par son attention et son écoute, au vécu de son épouse sans être en position défensive. Et tandis qu'elle relate les conditions qui ont forgé sa vision du monde comme un modèle prototypique, antérieur à l'apparition de son mari dans sa vie, lui se rend compte de deux dimensions fondamentales de la situation qu'ils ont alors insucrées. D'une part, il confirmait, déclenchait ou amplifiait la souffrance de sa femme. D'autre part,
il n'en était pas, au fond, la vraie cause, ou en tout cas, il n'en était pas l'origine. Cette double prise de conscience va permettre au mari d'être désormais disponible, c'est-à-dire de recevoir ce que sa femme lui dit, et notamment de manifester de l'empathie lorsque son épouse reviendra sur sa sensation d'être étouffée, en expliquant ce qu'elle met derrière ce mot, devoir se comporter en fonction de l'attente des autres. Voilà ce que cela veut dire pour moi, dira-t-elle devant son mari, qui pour la première fois entendra ses paroles sans immédiatement s'en défendre. La thérapie se poursuit ainsi, et, après plusieurs séances, la femme reconnaît que son mari est plus autonome, qu'il lui laisse plus d'espace. Quant à son mari, il explique qu'il a été particulièrement touché lorsque je lui ai demandé d'aider sa femme à avoir un espace pour qu'elle puisse renaître. Il a trouvé auprès d'elle une nouvelle place, un nouveau rôle, qui le satisfont. La renaissance de l'un et de l'autre ne va pourtant pas sans difficulté, la femme va se dire très vulnérable, très fragile. Elle ira même jusqu'à craindre chez son mari une sorte de paternalisme quand il s'efforcera de l'aider à renaître. Mais, peu à peu, le processus s'affirme, un changement s'accomplit. Aujourd'hui, dira-t-elle, j'ai des problèmes, alors qu'avant j'étais un problème. Aujourd'hui je m'accepte, alors qu'avant je ne m'acceptais pas. C'est comme une plante qui pousse, une fleur qui vit, c'est une mutation. Et aussi cette phrase profonde, particulièrement frappante, quand mon mari me demande de prendre une décision, je ne sens plus de pression, car je sens qu'il parle de ce qu'il sent. Je pourrais multiplier les exemples qui montreraient combien il peut s'avérer fructueux de miser sur les ressources potentielles d'un couple. Retenons que dans le cas d'un autre couple, dont la thématique paraît semblable à celle du couple dont il vient d'être question, mais dont le devenir pendant la thérapie fut différent. Il est intéressant de voir que le même type d'intervention peut ouvrir des chemins divers. Gratitude.